2021, Fortiche et Riot Games nous présentent une série unique en son genre, Arcane, la première adaptation de jeux vidéo qui paraît comme étant réellement impressionnante. Spectateurs comme critiques sont dithyrambiques, cette œuvre est au-dessus de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Mais pourquoi? L'argument qui saute aux yeux sont les visuels. Et effectivement, c'est du jamais vu. Mais si on avait juste des visuels extraordinaires, cette série n'aurait pas autant fait parler d'elle. Ce qui fait qu'Arcane est une série si unique, c'est son écriture. Attention, je vais absolument tout spoil. Donc assurez-vous d'avoir vu toute la série avant de regarder cette vidéo. Mais commençons par parler de structure narrative. Chaque œuvre cinématographique est construite en 3 actes. Le premier acte qui introduit les personnages, l'intrigue globale de l'histoire que suivent les personnages, mais aussi les codes et potentielles traditions qui dirigent le monde dans lequel l'histoire se situe. Cet acte se finit par un élément déclencheur, souvent causé par un incident potentiellement grave pour l'intrigue, les personnages ou alors le monde dans lequel ils vivent. On va appeler ça l'introduction. Le deuxième acte est la confrontation ou les péripéties amenées par l'élément déclencheur du premier acte. Ce deuxième acte est la partie la plus longue des œuvres cinématographiques car c'est pendant celle-ci qu'on va avoir des scènes marquantes, des twists narratifs ou des péripéties intéressantes à suivre. Il se finit assez souvent par une montée en pression causée par toutes ces péripéties, donc celui-là, on va tout simplement l'appeler les péripéties. Et le troisième acte est la résolution de tout ce qu'on a pu voir durant l'acte précédent, avec un climax quelques temps avant la fin de l'histoire pour amener de la dramaturgie aux personnages, à l'histoire ou au monde dans lequel les personnages y vivent. Et donc la conclusion. Mais pour Arcane, c'est une série qui se décompose en 2 saisons, elle-même se décomposant en 3 actes par saison, avec dans chaque acte 3 épisodes. Donc techniquement, nous avons une introduction, des péripéties et une conclusion pour la série au global, mais nous avons aussi ce schéma pour chaque saison, chaque acte dans les saisons, mais aussi chaque épisode de chaque acte. Dit comme ça on pourrait s'y perdre, mais regardons de plus près toute la structure narrative de la série. D'abord, que nous raconte la série? La création et la destruction de la technologie Hextech, l'histoire tragique de 2 sœurs, mais surtout une lutte sociale entre les habitants de Zone et de Piltover. L'introduction de cette histoire se termine réellement lorsque Powder trouve dans le laboratoire de Jace les pierres d'Arcane et va causer l'explosion dans Piltover. Toutes les péripéties de cette histoire sont de l'épisode 1 de la saison 1 jusqu'à la fin de l'épisode 9 de la saison 2, avec pour climax la bataille entre Ambessa et Victor contre tous les autres personnages de la série, mais surtout la supposée mort de Jinx. La conclusion de l'histoire est tout simplement les 5 dernières minutes du tout dernier épisode, avec Vi et Caitlyn ensemble, Sevika au conseil de Piltover et Mel prenant la place de sa mère à Noxus. Si maintenant on zoome un peu, que nous raconte la première saison? La disparition de Vander, Silco devenant le baron de Zone, Jinx et Vi se déchirant et Jace devenant l'homme qui va changer l'histoire de Piltover. L'élément déclencheur pour cette saison est lorsque Powder devient réellement Jinx, que Silco devient le chef de Zone, mais surtout lorsque Jace et Victor ont réussi à créer la technologie Hextech. Donc en gros, la fin de l'épisode 3 de la saison 1. Les péripéties de la saison 1 se finissent lors de la dernière réunion avec les dirigeants de Piltover, et sa conclusion est la scène de fin de l'épisode 9 où Jinx vient tout exploser. Et pour la saison 2, un amour impossible entre Vi et Caitlyn, Jinx se rendant compte de la conséquence de ses actes, mais surtout Victor devenant le réel antagoniste de l'histoire. L'élément déclencheur est lorsque Caitlyn devient la chef de Piltover par un coup d'état de Ambessa, et également lorsque Victor devient une sorte de Jésus. Comme pour la série globale, toutes les péripéties de la saison 2 se finissent lors de la bataille à Piltover, et sa conclusion, le fameux dialogue entre Vi et Caitlyn. Si on continue de zoomer dans chaque petit recoin de l'écriture de la série, on trouve toujours le même schéma. Et pourquoi je vous dis ça? La structure narrative de cette série est tellement parfaite que les scénaristes ont pu créer énormément de parallèles narratifs tout en déstructurant complètement la continuité de leur écriture. Le parallèle le plus évident étant la relation entre Vander et Silco face à la relation entre Vi et Jinx. 2 frères ou sœurs, mais l'un des deux vient à trahir l'autre et va créer un monstre dû à cette trahison et s'en voudra pour toute sa vie. Pour le cas de Vander et Silco, au final ce sera le deuxième monstre qui vient tuer ses 2 pères spirituels, donc Jinx. Mais d'autres parallèles sont un peu plus subtils, comme par exemple Ambessa et Silco. Chacun trouve une jeune personne faible venant de perdre une figure paternelle pour ensuite prendre le pouvoir et utiliser cette personne à ses propres fins. Ambessa utilise Caitlyn, mais ne se laisse pas si facilement faire, là où Jinx trouve en Silco un remplaçant de Vander. Et en fait, tous ces miroirs narratifs amènent énormément de complexité aux personnages de cette série. Sans avoir revu la série, je me rappelais absolument pas que c'est Echo qui a dit à Vi et Powder d'aller fouiller dans le labo de Jace. Where did you even get this tip? We just heard it at Benzo's shop. From? Little man. Laggard! Hey, little man.
Mais en fait, ce petit détail devient ultra intéressant lorsque dans l'épisode 7 de la saison 2, Powder apprend à Echo qu'à cause de son plan foireux, Vi est mort dans un monde parallèle. Et qu'est-ce qu'il se passe à la toute fin? C'est Echo lui-même qui va réussir à sauver Piltover. Echo va être la cause de ce pourquoi Jace et Victor vont créer la technologie X-Tech, mais est aussi la raison de ce pourquoi ils vont finir par la détruire. Mais ça va pas s'arrêter là, car encore dans l'épisode 7 de la saison 2, on se rend compte que le personnage de Jinx, ou plutôt de Powder, ne peut être heureuse que lorsque sa grande sœur n'existe plus. À l'inverse de Vi dans l'univers que l'on suit depuis le début, elle-même ne pourra pleinement vivre son histoire d'amour avec Caitlyn que si elle meurt. Jinx, I think the cycle only ends when you find the will to walk away. Et cette phrase de Silco est également un procédé narratif énormément utilisé dans toute l'écriture de la série, un foreshadowing. De manière très simple, mettre un dialogue, un axe de caméra très précis, ou alors une situation paraissant basique ou anodine au début de son histoire, mais qui prendra d'autant plus de sens lorsque certains twists narratifs seront parvenus. Typiquement, Silco disant à Jinx de s'en aller est en fait un foreshadowing de la fin de la série lorsqu'on voit un dirigeable partir dans la dernière scène. Scène qui se finit sur la même musique qui ouvre la série. Elle-même qui précède la scène où Powder dira à Vi One day, I'm gonna ride in one of those things. Et plus on re-regarde la série, plus les foreshadowing deviennent complètement fous. Genre par exemple, le matin suivant le malaise de Victor dans l'épisode 6 de la saison 1, Jace dira Victor saved my life once. Now he needs me and there's nothing I can do. Vous remarquez pas un plan de caméra très précis? Ici, il parle du fait que Victor l'a sauvé. La scène dans l'épisode 2 où il a failli se suicider. Am I interrupting? Ce qui fait d'ailleurs écho à cet instant précis de l'épisode 9. Am I interrupting? Bon, je m'égare un peu de ce que je vous disais à la base, mais là, mettre cette phrase de Jace avec la caméra focus sur la rune que le mage avait donnée au Jace enfant est en fait un giga foreshadowing de la toute fin. Why did you ever give me this? Why? Ce genre de foreshadowing qui joue autant sur les dialogues que sur la réalisation sont vraiment ultra intéressants. Par exemple, dans l'épisode 1 de la saison 2, l'absurdité de l'attaque des habitants de zone pendant le discours de Mel est mise en avant par cette dernière à la fin de l'épisode. I thought we took every measure to secure it. They must have had help from someone up here. Pendant que Mel dit qu'ils ont dû avoir de l'aide, la caméra est focalisée sur sa mère qui est la vraie fautive de cet acte barbare, mais seulement révélée à la toute fin de l'épisode 3. Vengeance for your son. Si on avait directement su que Ambessa était la cause de l'attaque, son personnage aurait été perçu comme vicieux et méchant pour aucune bonne raison. Mais du coup, la scène où Caitlyn devient commandant de Piltover aurait été beaucoup moins puissante. Caitlyn Kiraman. Cette emprise de Ambessa sur Caitlyn devient très dérangeante durant cette scène parce qu'on apprend en même temps que la dirigeante noxienne a œuvré pour faire un coup d'état, plus un acte quasi terroriste pendant la commémoration de la mort de sa mère, tout ça pour prendre le pouvoir à Piltover et surtout utiliser Caitlyn. L'utilisation de ce genre de procédé narratif n'est pas seulement pour vous sentir plus intelligent, mais cela a un vrai intérêt narratif, même si parfois, effectivement, c'est juste pour créer des miroirs visuels assez intéressants. Typiquement, dans le premier épisode et dans le dernier, nous avons 2 fois la même scène avec Vi qui retient Jinx d'une main avant qu'elle tombe, avec d'abord un premier plan où Jinx regarde en haut avec une contre-plongée, et ensuite s'inverse le rapport de supériorité dans l'espace avec Jinx en plongée. D'ailleurs, dans la scène de la saison 1, on voit sur le rebord du balcon des cupcakes faisant référence au surnom que Vi donne à Caitlyn. I am the dirt under your nails, Cupcake. Ou alors entre l'épisode 4 de la saison 1 et l'épisode 8 de la saison 2, 2 scènes où Caitlyn sort Vi de prison. Ou encore cette mélodie. Quant à la toute fin de la série, on entend Vi chanter ça. En vrai, on a oublié que cette mélodie n'est pas du tout anodine. Is that singing? It's just a tune my mother used to hum. Donc, une musique de sa maman, chantée par Jinx durant l'épisode 7, juste avant le combat contre Echo. Mais rappelez-vous de la musique du début de la série. La fin de la série et le début se finissent par une musique chantée par la maman de Jinx et Vi. Il y en aurait encore plein d'autres. Mais du coup, tous ces miroirs narratifs, ces foreshadowing, la structure narrative de la série, tout ça nous permet de mieux comprendre une chose très précise, l'écriture des personnages.
L'écriture et le développement des personnages a plusieurs buts techniquement. Nous faire comprendre toute la psychologie du personnage et surtout de comprendre pourquoi ils agissent de telle façon. Imaginons si le personnage de Vi était montré comme quelqu'un de pas du tout physique dans ses gestes et pas du tout protecteur pour sa petite sœur Powder. On n'aurait pas pu avoir cette scène très précise. Because you're a jinx! Depuis le début de la série, Vi essaye de protéger Powder, de lui dire de faire ou de ne pas faire certaines choses, et avec ce développement de personnage, on la comprend, et surtout on comprend toutes ses actions. Ça, c'est un peu la base de la compréhension de comment on construit un personnage. Mettre énormément de background pour un personnage de manière plutôt subtile, et à la suite, on les comprend beaucoup mieux, mais surtout on comprend leurs actions. Et en fonction de cette construction, les scénaristes jouent avec les émotions des spectateurs et des personnages pour créer des scènes dramatiques. Typiquement, si on prend le personnage de Vander, il nous est montré comme le père adoptif de Powder et de Vi, et elles voient en lui un personnage qui, quoi qu'il se passe, viendra toujours à les protéger, car c'est lui le protecteur de la ville de Zone. Pourtant, ce personnage viendra à mourir plusieurs fois dans la série, pour créer du développement de personnages pour Jinx et Vi. Lorsque Vander meurt dans l'épisode 3 de la saison 1, Vi vient à s'énerver contre Powder et va créer Jinx. Sauf que Vander revient dans la saison 2, il reviendra en Warwick, va mourir une deuxième fois en même temps que Isha, et de nouveau mourir en même temps que Jinx dans le tout dernier épisode. Ces nombreuses morts sont vraiment importantes et impactantes pour le personnage de Jinx et de Vi, parce que sa première mort va les faire s'éloigner, puis le fait qu'il revient va permettre aux sœurs de nouveau se parler, sa deuxième mort les fait de nouveau s'éloigner, et quand il revient la deuxième fois dans la saison 2, elles seront de nouveau proches, et encore une fois, Jinx va disparaître en même temps que lui. Vander est en fait le catalyseur de la relation que Jinx et Vi peuvent avoir depuis le début de l'histoire, puisque c'est grâce à lui qu'elles s'en sont sorties quand elles étaient plus jeunes, et malgré leurs désaccords, c'est Vander qui leur permet d'être de nouveau réellement sœurs. Et comme on l'a vu plus tôt, ce personnage est construit en écho d'un autre personnage, Silco. Dans les premiers épisodes de la série, il nous est montré comme étant un personnage étrange, puissant, mais surtout mystérieux. Now his accomplice is asking questions about you. Une introduction de ce type va amener nous, les spectateurs, à le voir comme l'antagoniste de l'histoire. Et justement, faire de lui l'antagoniste est vraiment très intéressant. Cela va créer un sentiment très désagréable quand Powder vient le considérer comme son père assez rapidement. It's okay. We'll show them. We will show them all. Powder a perdu un père et malgré sa malveillance, elle va voir en lui la seule personne qui voudra d'elle. Et ça, à ce moment-là, ça va faire de Powder un personnage que l'on voit plus comme innocent, mais comme potentiellement malveillant. D'autant plus quand on voit à quel point ils sont proches. Your sister's gone. You know that as well as I do. I know. Sauf que plus on avance dans l'histoire, plus on comprend les similitudes entre lui et Vander. Rappelez-vous de ce que je vous disais plus tôt. Jinx et Vi sont le miroir de Silco et Vander. Et nous montrer ce miroir petit à petit dans l'histoire, ça va permettre de créer une évolution de personnage pour Silco beaucoup plus intéressante. Si dès le début on sait que Silco n'est pas réellement mauvais, beaucoup de scènes auraient été perçues différemment et du coup beaucoup moins intéressantes. Que ce soit lors de la séparation entre Vi et Powder, ou alors dans cette scène quand Vi parle de Silco aux dirigeants de Piltover. What? You want to negotiate with him? It may be the only way to avoid further bloodshed. This is insane. Did you learn nothing? You can't talk to him. He hates you, everything you stand for. He will never back down. Mais justement, c'est qu'après qu'on comprend ses réelles ambitions, créer de Zone une ville indépendante. D'où ce dialogue avec Jace. This city has a short memory. Progress. Far be it from me to stand in the way. Qui précède ce court dialogue avec la statue de Vander. Oh, it all makes sense now, brother. Is there anything so undoing as a daughter? Cela nous permet de mieux comprendre que oui, Silco considère vraiment Jinx comme sa fille, comme Vander qui considérait Vi comme la sienne. I led us across this bridge, thinking things could change. If I hadn't, your parents would still be alive. Et vient surtout le fameux dialogue. I never would have given you to them. Not for anything. Don't cry. You're perfect. Silco aime vraiment Jinx comme sa fille pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a pu lui apporter. Il aurait tout fait pour l'aider et il aurait tout fait pour créer de Zone une ville indépendante comme ce qu'avait voulu faire son ami Vander. Silco. I've looked everywhere, but it's clear you don't want to be found. God, I'm shit at this. I'm sorry. When she died, I lost my head. I told myself what I did to you was for the greater good, that you deserved it.
but the dirt was on both our hands. Si on ne nous montre pas Silco comme étant un personnage mystérieux, qui cache ses intentions pour tenter de sauver le plus de gens possible, ça n'aurait eu aucun sens que ce mot ait été caché, et surtout, cela permet d'avoir un joli rappel dans l'épisode suivant que Silco et Vander avaient une vision magnifique de Zone. I saw your father. His dream of your family and vision of Zone as it could have been, it was beautiful. À la fin de la série, on le verra plus autant comme l'antagoniste de cette histoire, mais comme un personnage gris, un personnage qui a souffert de la condition des habitants de Zone et que malgré tout ce qu'il a voulu faire pour Jinx, elle viendra à l'éliminer, exactement comme Vander. Mais il est construit en miroir d'un deuxième personnage, Ambessa. Plus on apprend à la connaître, plus on la déteste. Mais ici, pour Silco, c'était l'inverse. Malgré qu'elle apparaît assez tard dans la saison 1, on apprend assez vite à la cerner. Elle a beaucoup de pouvoir et de force de caractère, et sa simple présence déplaît à sa fille Mel. La mère et la fille viendront être construites en opposition. Ambessa veut utiliser l'Hextech pour décimer Zone, alors que Mel voit en l'Hextech ce qui peut sauver les deux villes. Couplé au mensonge et à la trahison de sa mère, cela justifie complètement cette dernière scène. Pourtant, le personnage de Mel est bien montré comme quelqu'un voulant accéder au pouvoir, qu'importe les moyens. D'où le dernier plan sur ce personnage, mais aussi de ce dialogue. How can I know you aren't lying to me? Why would you think I am? Because you used me and Victor for Hextech. Parfaite transition pour parler de ces deux personnages. Personnellement, je vois en eux un amour fraternel si fort qu'il viendra à quasiment détruire l'entièreté de Runeterra, mais également le sauver par la même occasion. I thought I could bring an end to the world's suffering. À première vue, on pourrait se dire, ouais, les voyages dans le temps, ça fout un peu le bordel. Alors oui, mais ici, c'est pas vraiment le cas. En fait, la timeline où Jace est coincé dans l'épisode 7 est une timeline où Runeterra a failli être détruite. Et par la suite, le Victor de cette timeline voyage à travers tous les univers possibles, à chaque fois pour une seule raison, retrouver son partenaire Jace. In all timelines, in all possibilities. Only you can show me this. Leur lien est tellement fort qu'ils viendront chacun à se sauver à tour de rôle pour le bien de l'autre. Est-ce une simple bromance ou un réel amour? On en parlera dans la dernière partie. This is my new pupil, Echo. Echo, my former pupil, Jace. Avant que Jace devienne un des dirigeants, il était un des élèves de ce professeur qui a traversé les âges pour aider les jeunes scientifiques à tirer le meilleur potentiel de chacun. Malheureusement, il a raté avec Jace et verra en Echo une façon de se rattraper. You say all this came about in your own brief lifespan? How were you able to accomplish so much so quickly? C'est parce que Echo lui montre qu'il veut sauver une grande partie de la ville de Zone qu'il veut lui aussi à tout prix l'aider, mais aussi pour une deuxième raison. Inconceivable. You know, you say we should feel rewarded. Il se rend compte de l'erreur qu'il a fait à laisser Jace et Victor faire toutes leurs expériences avec l'Hextech, ce qui va créer l'anomalie. D'ailleurs, cette tâche là, que l'on voit dans l'épisode 3 de la saison 2, est en fait une tâche du sang de Victor qui tombe dans l'épisode 5 de la saison 1. Malheureusement, cette anomalie n'est pas réellement de sa faute, mais il se pensera fautif pour le restant de ses jours. C'est pour ça qu'il aide Echo par-dessus tout et vient lui dire ça à la toute fin de sa vie. I must say that since I've met you, lad, I've truly lived. Heimerdinger a vécu pendant des centaines d'années à Piltover. Pourtant, c'est sa rencontre avec Echo qui sera sa réelle raison de vivre. Pour la simple et bonne raison que le personnage de Echo est celui qui a commencé toute cette histoire, mais également la terminera. Ah oui d'ailleurs, si vous pensez qu'à ce moment-là, Heimerdinger meurt, eh bien pas réellement. Heimerdinger fait partie d'une race de personnages très particuliers dans l'univers de Runeterra. C'est un Yordle. C'est une espèce qui meurt pas réellement. Et si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Runeterra, je vous conseille la chaîne de Bubule. I thought I was going crazy. How long have you been here? Pour rester un peu sur le personnage de Echo, on le voit que très peu techniquement, pourtant il aura une importance primordiale. Mais moi ce qui m'a réellement étonné, c'est son développement qui amène à l'épisode 7 de la saison 2. C'est mon épisode préféré de toute la série et de très loin. Le fameux dialogue de Heimerdinger, la compréhension de toute la psychologie de Powder qui ne peut être heureuse que si Vi n'existe plus, et surtout de cet amour impossible entre Echo et Powder. Alors qu'une saison avant, aussi pendant l'épisode 7, il venait à se battre quasiment à mort, jusqu'à ce que Echo se rende compte qu'il l'aime toujours. C'est parce qu'on a vu ce moment précis que l'on n'est pas réellement choqué de l'amour qu'ils ont dans un univers parallèle. Et cet amour impossible est d'autant plus douloureux lorsque l'on sait que dans cet univers, Powder est exactement comme Vi dans l'univers que l'on suit, couplé à cette phrase complètement déchirante de Echo. Can we just pretend like it's the first time? Powder a complètement compris que ce n'est pas son Echo, mais un Echo qu'il a toujours aimé pour ce qu'elle était, puisqu'après elle va vouloir lui offrir ce pendentif, qui paraît complètement anodin, alors que cette pivoine bleue est une représentation de l'amour éternel. Et ce cadeau n'est pas pour son Echo, mais pour celui que l'on suit depuis le début de la série, parce qu'à la toute fin, quand notre Echo partira, Powder rangera ce cadeau pour toujours.
cette Powder qu'on apprend à aimer seulement pendant un épisode n'existe que parce que sa grande sœur Vi est morte. Ce personnage est la protagoniste d'Arcane. Elle représente l'entièreté de l'histoire. Malgré qu'elle soit le complet opposé de Caitlyn, elles arriveront quand même à s'aimer. Ce miroir est assez intéressant quand on regarde ces deux scènes. I can fix this. You can't. This is how things are, how they've always been. I was so stupid to think it could change. What's wrong with you? I keep telling myself that you're different, but you're not. Vi est une habitante de zone et Caitlyn de Piltover, chacune étant d'une classe sociale complètement différente, et c'est dans leur dernier dialogue que tout cet amour sera d'autant plus beau. Are you still in this fight, Violet? I am the dirt under your nails, Cupcake. Nothing's gonna clean me out. Vi et Caitlyn ne feront que de se chercher et de se repousser pendant toute la série. À chaque fois à cause d'un seul personnage, le meilleur personnage et le plus complexe de toute la série. But he didn't make Jinx. You did. Echo a créé et fini toute l'intrigue de cette série, mais Jinx est la raison de pourquoi elle mérite réellement d'être suivie. Ce personnage permet de réellement comprendre tous les enjeux dramatiques de la série. Les enjeux des différentes classes sociales entre Zone et Piltover est ultra bien représenté par Jinx. Elle a vu ses parents mourir devant ses yeux, tués par Piltover. Elle a vu sa grande sœur l'aider du mieux qu'elle pouvait pour survivre dans la ville de Zone. Elle a vu son père adoptif et ses amis mourir de ses propres mains. Elle a vu cette même grande sœur l'abandonner. Elle a tué son deuxième père adoptif et a enfin compris quelque chose. Elle n'est plus Powder, elle est devenue quelque chose de plus grand. Une menace pour Piltover et un symbole de rébellion pour Zone. Et lorsqu'elle a compris ça, elle reste cachée à éduquer une deuxième sœur, Isha. Ever since you dropped into my life, it's like I put on glasses. Except I can't tell whether everything's blurry or clear. Dialogue qui fait bizarrement écho à ce que dira Heimerdinger avant de disparaître, mais cette relation n'est qu'en fait une relation de substitution à ce qu'elle pouvait avoir avec Vi. When my parents were still alive, me and Powder used to share a bed like this, except maybe half the size. We played a game where we pretended to be bigger and bigger monsters. So she would say, I'm a slug monster with venom for ooze. And I would say, well, I'm a slug eating crab with razor spikes. Elle ne fait que de répéter ce qu'elle a vécu avec Vi étant plus jeune. And after that, who knows? Handlers, release your beasts! Et alors qu'elle pensait avoir déjà tout perdu, son premier père revient d'entre les morts comme dit juste avant. Mais viendra de nouveau à le perdre et surtout perdre Isha. Cette scène est tellement brillante. Alors que Jinx commençait petit à petit à se repentir et à de nouveau être la Powder que l'on connaissait, les scénaristes ont décidé de la détruire encore plus. Ce qui prouve toute la complexité de cette série. Mais du coup, est-ce qu'on s'est pas tous trompés sur ce que raconte réellement la série ? Arcane n'est pas une série de fantasy qui parle de magie, mais une série qui parle de lutte des classes sociales et de la brutalité de la guerre. Et ces thématiques peuvent s'analyser dans son écriture, mais aussi dans l'utilisation des couleurs. Cette couleur nous permet de mieux comprendre tout ça. Le rouge est la couleur de la passion, du pouvoir, de la violence, du sang, mais aussi de la guerre. Le bleu, celle de la technologie, de la loyauté, de l'harmonie, mais aussi de la stabilité. Le violet, celle de la spiritualité, du mystère, de la cruauté et de la transformation. Le vert, celle de la nature, du confort et aussi de la générosité. Le blanc, celle de la protection, de la pureté, de la liberté, de la paix et de l'innocence. Le noir, celle de la tristesse, de la peur et des remords, et l'or, la richesse, la prospérité, mais également la grandeur. Toutes ces couleurs ne font que de se répondre dans la série pour raconter plus subtilement ce que nous disent les personnages. Can you believe it? Our city is about to turn 200 years old. A bicentennial. It's shaping up to be an amazing progress day. Piltover est la cité du progrès, toute recouverte de blanc et d'or, là où Zone est de couleur verte et violette. La lutte des classes est ultra présente juste dans les couleurs des personnages. Typiquement pendant la toute première saison, le personnage de Caitlyn est toujours habillé en blanc avec un petit peu d'or, alors que dès que sa mère meurt, elle portera ce long manteau noir et rouge représentant l'avancée de son personnage dans toute la série.
comme Ambessa qui depuis le début est vêtu de rouge, représentant la guerre. Ou alors Jace, lui aussi comme Caitlyn, au début vêtu de blanc et d'or, pour à la fin n'être que en noir. Alors qu'aucun personnage habitant à Zone ne portera une seule de ces couleurs. Cela se voit principalement car le violet, qui est la couleur du mystère, est également utilisé pour l'oppression dans Arcane. C'est de cette couleur qu'est le Shimmer, substance utilisée par Singed et Silco pour assujettir tout le peuple de Zone. Mais c'est également la couleur qu'a petit à petit Victor lorsqu'il deviendra petit à petit cette figure divine. Là où le vert représente principalement le personnage de Echo avec son grand arbre que Heimerdinger et Vi viennent visiter. Mais la réelle opposition de couleurs est dans le bleu et le rouge. Le rouge étant la guerre, la couleur de Noxus, de toute l'armée de Ambessa, mais également des cheveux de Vi, à l'inverse du bleu du progrès de la technologie Hextech et des cheveux de Jinx qui représentent la rébellion et la lutte contre la ville de Piltover. Et si vous voulez une analyse encore plus précise sur les couleurs dans la série Arcane, je vous conseille cette vidéo que je vous mets dans la description. Arcane is a story about oppression. Revenons à la lutte des classes dans l'écriture de Arcane maintenant. Cette lutte n'est pas aussi simple que dans beaucoup d'œuvres où les bourgeois dans la partie supérieure de la ville sont méchants et veulent détruire les pauvres pour simplement être plus riches. Non, c'est beaucoup plus complexe et intéressant. Des forces de l'ordre complotent avec les dirigeants de zone, que ce soit Vander ou Silco, les deux se rendent compte de la complexité de la situation, d'autant plus que dès lors que Jinx deviendra un symbole pour la ville de Zone, elle ne voudra plus faire partie de la rébellion. Ce qui va amener le personnage de Isha à prendre cette place et qui va par la suite la faire se sacrifier pour laisser vivre Jinx et qu'elle puisse continuer à être une lueur d'espoir pour la ville de Zone. Typiquement les habitants de Zone qui viennent se battre contre Ambessa, et ben eux, ils arrivent que à partir du moment où Jinx revient. Et c'est parce que Isha a vu que le symbole qu'est Jinx permet aux habitants de Zone d'avoir encore de l'espoir dans la rébellion face à la ville de Piltover que sa mort dans l'épisode 6 est aussi puissante. Sa mort est une représentation des conséquences de la guerre. Parce que techniquement, elle n'aurait jamais dû se retrouver dans ce conflit, qui ne la concernait absolument pas au début. Tout comme le personnage de Loris, qui apparaît comme un simple personnage qui allait être un ami de Vi, pourtant lui aussi vient à mourir et personne ne se rappellera de lui au vu du nombre de personnes qui sont mortes durant l'attaque de l'épisode 9. The agony of every sacrifice. Et même si toutes ces thématiques sont omniprésentes pendant toute la série, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux en finissant Arcane, c'est l'amour qui conclut parfaitement cette sublime série. Bon, c'est vrai, ce que vivent Caitlyn et Vi est un peu classique niveau histoire d'amour. La bourgeoise qui tombe amoureuse d'une personne issue d'une classe sociale plus basse. Il y a aussi l'amour impossible entre Jinx et Echo qui se termine par ce plan avec Echo seul à l'endroit de leur premier et dernier baiser. L'amour est aussi représenté de manière fraternelle, que ce soit entre Vi et Jinx, qui malgré leurs désaccords auront des moments de tendresse entre elles, mais aussi l'amour fraternel entre Heimerdinger et Echo. Par contre, celui entre Jace et Victor est le plus intéressant je trouve. Victor se voyait comme un être imparfait qui avait que son intelligence qui pouvait l'aider, là où Jace voyait en lui un partenaire qui était bien plus que ça. I thought I wanted us to give magic to the world. Now, all I want is my partner back. Que ce soit un amour platonique ou non, la conclusion restera la même. C'est ce lien ultra fort entre eux qui a tout permis dans la série. You've always wanted to cure what you thought were weaknesses. Your leg. Your disease. But you were never broken, Victor. There is beauty in imperfections. They made you who you are. An inseparable piece of everything I admired about you. Et sans cet amour, la fin de Arcane aurait eu un goût beaucoup plus amer.